Le grand dialogue. Sigikafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Grand Dialogue, un programme du studio Tamani en partenariat avec la Maison de la Presse, spécialement consacré aux candidats à l'élection présidentielle malienne du 29 juillet 2018. Comme vous le savez, depuis l'ouverture de la campagne, nous leur donnons la parole à tour. Et ce soir, c'est au tour de Maître Mountaga Tall, candidat du regroupement Uni pour le Mali, de répondre à nos questions. Et au micro pour animer ces débats, Issa Fakaba Sissoko et moi-même, Kolsian Garçon. Le grand dialogue. Maître Mountaga Tall, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous et bonsoir à celles et ceux qui nous suivent. Nous sommes à quelques 16 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Quel est votre état d'esprit à l'heure qu'il est? Écoutez, décider d'aller à l'élection du président de la République, c'est être sûr de ce que l'on fait, de ce que l'on veut, d'où l'on vient et où on va. Donc je suis très optimiste sur la suite des activités et des événements. Mais dites-nous, qu'est-ce qui a motivé votre candidature à cette élection présidentielle? Est-ce la même raison qu'en 1992 et 2013 ou elles sont différentes? Vous savez, le président de la République est la clé de voûte de nos institutions. Il lui appartient d'indiquer la voie, d'impulser et de définir la politique de la nation qui est conduite par le gouvernement. C'est un rôle éminent. Me présenter à l'élection du président de la République, je l'ai fait parce que j'ai d'abord un parcours que j'assume. Un parcours militant pour l'instauration et la consolidation de la démocratie au Mali, mais aussi un parcours politique et républicain qui m'a permis de contribuer fortement à la stabilité des institutions et au développement économique, social et culturel de notre pays à des niveaux de responsabilité que j'ai eu à assumer. Candidat à la présidence de la République, je l'ai fait également parce que je continue à agir. Je suis dans l'action. Je n'ai pas l'âme d'un spectateur. Mais enfin, je suis candidat parce que je porte un projet de regroupement uni pour le Mali Oumma auquel le parti Sénid, d'autres partis, associations et personnalités ont regroupé. Ce projet porte un idéal. Et moi-même, j'ai une ambition forte, non pas pour moi-même, mais pour le Mali. J'ai cette passion pour le Mali que je voudrais servir. Aujourd'hui, il a besoin, je pense que je peux apporter quelque chose dans ce domaine, de résorber la crise que notre pays connaît aujourd'hui. Une crise multiforme. Elle n'est pas que sécuritaire, elle est certainement sécuritaire, elle est aussi institutionnelle. Parce que jamais le fossé entre les citoyens et les dirigeants n'a été aussi grand dans notre pays. Ok. Maître, est-ce qu'à dire que vous êtes candidat pour changer les choses? Vous savez, il y a un président de la République en exercice. Il y a une gouvernance en cours. Le seul fait de se porter candidat, à moins que ce ne soit pour des intérêts individuels et personnels, ce qui n'a jamais été mon combat, est une volonté d'apporter un changement. Dans mon cas, une rupture. Vous le savez, lors de la constitution du dernier gouvernement, j'ai refusé d'y participer. Quand on m'a demandé pourquoi, j'ai dit parce que ce que j'ai vu dans le gouvernement, ce que j'ai entendu et compris, ne me permettait pas de rester dans l'équipe et que j'avais un projet alternatif, un projet de changement, pas seulement un projet haute-toi que je m'y mette, mais des idées différentes pour faire changer les choses au Mali. Et donc, très clairement, je me situe dans le cadre d'une alternative, mais pas d'une simple alternance. Et donc, ça veut dire que la manière dont les choses marchent aujourd'hui ne vous convient pas. Et qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que vous voulez changer concrètement? Écoutez, aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe dans notre pays, en prenant un certain nombre de domaines, j'allais dire presque par hasard,
qui, aujourd'hui, n'a des problèmes par rapport à la gouvernance, par rapport à la transparence dans la gestion des affaires publiques, qui aujourd'hui n'est pas victime de l'injustice. Est-ce que le pauvre et le faible sont protégés par l'État? Combien de nos compatriotes souffrent aujourd'hui de la faim? Simplement manger. Les problèmes d'insécurité nous empêchent tous de dormir. Ils ne sont pas localisés dans une région au Mali, mais ils s'étendent progressivement. Je peux continuer à citer à l'envi des exemples de la gouvernance en cours qu'il faut absolument inverser pour faire en sorte que le Mali, qui n'est pas un pays pauvre, mais qui a été appauvri précisément par la mauvaise gouvernance, puisse retrouver ce qui est essentiel et important pour lui, sa dignité et sa grandeur d'antan. Est-ce qu'à dire que vous trouvez le bilan sortant négatif? Vous savez, j'ai toujours dit que mon action politique ne se mesure pas à l'aune de ce que fait telle ou telle personne, quelles que soient par ailleurs les responsabilités qui sont les leurs ou le respect que j'ai pour telle ou telle autre personne. Demandez-moi mon projet, je vous l'exposerai. Je suis là pour cela. Oui, si la gouvernance actuelle s'inscrivait dans le cadre de votre projet, vous n'allez pas être candidat. Je suis candidat parce que... Par exemple, si vous étiez dans le gouvernement, est-ce que allez-vous être candidat contre... Mais je refuse d'être au gouvernement. Le premier tranché, il est très clair. Il n'est un secret pour aucun Malien, ni pour aucun observateur de ce qui se passe au Mali, que j'ai refusé d'être au gouvernement. Le dernier gouvernement, j'ai refusé d'y être. Mais rappelez-vous, pendant 25 ans, j'ai préféré siéger à l'Assemblée. Je ne suis pas allé à l'Assemblée et au gouvernement. J'ai envoyé une dizaine de ministres en disant simplement, j'ai un pacte avec ceux de Ségou qui m'ont élu député. Je garde mon mandat, je ne vais pas rompre ce pacte de confiance. Donc, mon action politique ne se mesure pas à l'aune de la participation au nom du gouvernement. Peu de responsables politiques peuvent dire que pendant 25 ans, ils n'ont pas accepté d'aller au gouvernement et que pour le gouvernement en cours aujourd'hui, j'ai refusé d'en être. Donc, ceci n'est pas le facteur déterminant pour ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Mais de toute façon, Maître Moutagatal, en acceptant d'être un ministre du président du gouvernement dans le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu comptable de ces actions? Mais bien sûr, pour la part qui me revient. Vous savez, j'ai assumé 2 responsabilités ministérielles. J'ai été ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. J'ai été ministre de l'économie numérique et de la communication, porte-parole du gouvernement. À la fin de mes missions, même la première, quand j'ai resté encore au gouvernement, j'ai pris la peine. Ce n'est jamais arrivé au Mali qu'avec moi de faire le bilan de ce que j'ai pu réaliser et de les publier. C'était pour dire, j'assume ma part de responsabilité, mais je n'assume pas ce qui ne m'incombe pas. Okay. J'assume pleinement ce qui m'incombe, je l'ai publié, je l'ai diffusé, ce n'est un secret Mais le gouvernement, c'est une action collective. Et ce bilan, si je m'en tiens à ce que j'ai entendu dire, ou à ce que je n'ai pas entendu dire, parce que personne ne l'a critiqué, a apporté beaucoup de sang nouveau dans ces 2 départements, en termes de transparence, en termes d'efficacité, en termes de perspectives que j'ai laissées, et qui sont encore lisibles, visibles, dans les documents que j'ai publiés en son temps. Vous parlez de responsabilité collective du gouvernement, oui. Il y a une responsabilité collective quand le gouvernement joue collectif. Vous ne pouvez pas demander à un ministre comme moi, qui a fait 3 ans au gouvernement, qui a eu à rencontrer le chef de l'État 2 fois, d'assumer la responsabilité de l'accord de paix qui n'a jamais été soumis au gouvernement, d'assumer la responsabilité de l'échec de la révision constitutionnelle qui n'a jamais été discutée en Conseil des ministres. En règle normale, on assume tout dans le cadre du fonctionnement du Mali ou du dysfonctionnement de l'action gouvernementale au Mali, on assume que ça part. Mais, maître, en venant dans le gouvernement, vous saviez que l'accord d'Alger n'avait pas été soumis au gouvernement, mais vous avez accepté de venir. Est-ce qu'en venant, vous n'avez pas pris la responsabilité d'être comptable de ce que vous dénoncez ainsi? La chronologie est importante. L'accord d'Alger a été signé quand j'étais déjà au gouvernement. Donc je ne suis pas venu alors que l'accord d'Algérie était là. J'étais au gouvernement
Il ne m'a jamais été soumis. Est-ce que c'est la raison de votre départ du gouvernement? J'aimerais bien parler de projet. Okay, si nous ne voulons pas sévrer les Maliens, on arrivera au pourquoi nous sommes ici. On arrivera au projet. Pourquoi tu es venu au gouvernement, pourquoi tu as quitté le gouvernement. Un fait est certain et incontestable. Pendant 25 ans, j'ai refusé d'être au gouvernement. Pendant 3 ans, je suis allé au gouvernement quand on m'a demandé avec insistance de prendre en charge le département de l'enseignement supérieur qui était dans une crise, voire une agonie profonde, qui, quand je quittais en tout cas, avait cessé d'être en crise. On avait réussi à faire des années régulières, on avait réussi à juguler les grèves profondes, on avait réussi à régulariser les bourses. Bref, le dialogue social était en marche. Okay. Et une question avant d'arriver au projet, et comme vous le demandez, et comme prévu dans notre schéma de débat, en 2013, vous avez eu 1,54% des voix, si mes chiffres sont bons. Et pour ces élections de 2018, sur quoi fondez-vous votre chance? Alors, annoncer 1,54% des voix comme cela, sans rappeler le contexte, serait être en erreur ou induire en erreur. Vous vous rappellerez, je prends le peuple malien à témoin, qu'en 1997, quand j'ai été candidat, j'ai décidé de retirer ma candidature pour raison de crise politique. La Cour constitutionnelle a clairement dit, quand on est candidat, on ne se retire pas. En 2013, pour des raisons qui m'étaient propres, j'ai souhaité sortir de la compétition électorale. Mais je ne me suis pas adressé à la Cour parce qu'elle m'avait déjà dit qu'elle n'autorisait pas le retrait, même si après, cela a été autorisé pour un candidat. Mais rappelez-vous, en 2013, personne n'a vu Mountaga Tall battre campagne dans un quartier de Bamako, dans une commune de Bamako, dans un cercle du Mali. Pourquoi? Dans une région, je termine d'abord, dans une région du Mali où, à un seul pays où la diaspora malienne devait voter. Je n'ai pas battu campagne, je suis resté chez moi. Alors, quand vous donnez les résultats, vous devez les situer dans le contexte d'une candidature gelée et d'une non-campagne électorale. C'est un fait, à l'exception d'une matinée que j'ai passée à Ségou, forcée et contrainte pour donner des gages, parce que vous savez, Ségou, c'est chez moi. Donc, les résultats 2013, voilà les raisons. C'est important. Okay. Vous n'avez pas battu campagne, pourquoi? Parce que vous n'aviez pas les moyens en son temps et que maintenant les postes, les caisses sont en bon état? Vous savez, il faudrait que nous travaillions à ce que le suffrage dans notre pays ne soit pas le suffrage censitaire, c'est-à-dire basé sur les ressources propres, sur les ressources financières. Je n'ai pas battu campagne, je l'ai dit pour des raisons qui m'étaient propres. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il était important pour moi de préserver la paix sociale dans notre pays. Et ma candidature pouvait être facteur de crise et même d'affrontement. J'ai préféré rester chez moi. Okay. Maître Mountaga Tall, pouvez-vous nous dire quelles sont les grandes orientations de votre projet de société? Avec Ouma, Unis pour le Mali, nous avons procédé à un diagnostic de la situation politique au Mali, de la gouvernance en cours. Sur la base des insuffisances que nous avons constatées, nous avons élaboré un programme qui tient en 500 propositions. 500 propositions qui sont portées par 5 piliers principaux. Nous avons identifié les grands défis et nous avons essayé d'y apporter des réponses. Le premier de ces défis que nous avons relevé est celui de la sécurité. Pour nous, la sécurité ne se délègue pas, elle s'assume. Elle s'assume à travers des forces de défense et de sécurité qui sont les nôtres, que nous devons mettre à un niveau tel qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle. Et comment, si vous voulez, dans les déroulés, je pourrais vous donner les détails. Si vous le voulez, je le fais. Oui, allez-y rapidement. Alors, rapidement, pour bâtir une bonne armée,
il faut appuyer sur 5 boutons. Un recrutement en dehors de toute considération amicale, familiale ou autre. Une formation faite de rigueur. Un équipement qui ne tolère pas des détournements des fonds alloués. Une reconnaissance en 2 volets. Mettre les soldats en situation de confort matériel, moral, c'est-à-dire un bon moral pour nos armées dans les casernes d'abord. Et si ils sont sur le champ de bataille, s'ils sont blessés, il faudrait qu'il y ait des structures. Mais aussi et surtout, pour ceux qui perdent la vie sur le champ d'opération, il faudrait qu'ils soient reconnus. Non pas qu'on dise 2 femmes sont morts à tel ou tel endroit, mais ils ont un nom, ils ont un prénom, ils ont une famille, ils ont un visage, ils ont un régiment. Tout cela mis bout à bout pour nous permettre d'avoir une armée forte, capable de prendre le relais des forces internationales qui nous appuient aujourd'hui, dont le rôle n'est pas négligeable. Je n'ai jamais dit que je la renvoyerai le lendemain de ma prise de fonction. Mais je dis que je travaillerai pour que la sécurité malienne soit assumée par l'armée malienne aux besoins que nous construirons avec leur concours. Le deuxième volet, ce sont des réponses aux défis politiques et institutionnels. Maître, avec votre permission sur la sécurité, est-ce qu'on peut parler de l'accord pour la paix et la réconciliation? Qu'allez-vous faire de ce document-là? J'arrive ça, je ne mets pas ça dans le volet de la sécurité, je mets cela dans le volet des réponses aux défis politiques et institutionnels qui nous assaillent. Aujourd'hui, nous avons clairement un problème de gouvernance qui peut être décliné de différentes manières. Un, pour nous, en démocratie, on ne peut pas gouverner sans les partis politiques. C'est une évidence, à moins qu'on choisisse la dictature ou autre chose. Mais les partis politiques aujourd'hui ne peuvent pas continuer à avoir un monopole sur la gestion des affaires publiques. À côté d'eux. Donc, vous, Président, vous serez favorable à la formation d'un gouvernement d'union nationale? Ce n'est pas pareil. Je dis simplement que les partis politiques seuls ne peuvent pas assumer la responsabilité des affaires publiques. Que dans les pays, il y a des patriotes et des hommes et femmes compétents qui ne sont pas dans les partis politiques. Certains militent dans les associations, la société civile telle qu'on la connaît. D'autres ne sont encartés nulle part, ni dans une association, ni dans un parti politique. Par contre, ils sont toujours prêts à répondre à l'appel du Mali. Il faut mettre toutes ces bonnes volontés ensemble autour d'un projet et ainsi essayer de refonder l'État, qui devrait être un État vertueux et exemplaire, mais aussi un État fortement décentralisé et déconcentré. Exemple, la capitale ne peut plus rester à Bamako. Il faut l'amener ailleurs. Où, par exemple? À Ségou? Ségou est proche, Ségou est au centre. On peut réfléchir, ce genre de décision intervient à la suite d'un débat national. Il ne doit jamais être imposé, tomber comme un couperet. Mais là, ces défis-là s'articulent également autour de qui nous sommes, d'où venons-nous et où voulons-nous aller. C'est cela qui rentre en compte l'ensemble de nos valeurs socioculturelles et l'ensemble de nos valeurs religieuses. Nous devons en faire les 2 pieds sur lesquels nous marchons et tenir compte de cela à tout point de vue, y compris ce que nous devons faire pour nos autorités religieuses, pour nos légitimités traditionnelles. Bien. Le troisième volet porte sur la réponse. Oui, sur la gouvernance, l'avenir de l'accord, qu'allez-vous faire de l'accord pour la paix et la réconciliation? Il nous faut rassembler les Maliennes et les Maliens. Je ne le dis pas parce que c'est l'heure du temps. Le slogan que j'ai utilisé. Le document d'abord, est-ce qu'il est bon? Est-ce que vous allez remettre en cause ce document? Vous allez me comprendre si vous me laissez suivre ma pensée. La réconciliation, le rassemblement n'est pas une idée nouvelle pour moi. C'était mon slogan en 1991. Au moins, les Maliens avaient beaucoup de problèmes pour s'entendre. L'accord de paix et de réconciliation, il vise quoi? À réconcilier les Maliens, à nous mettre ensemble, à oublier le passé. Mais moi, je vais au-delà pour la réconciliation. Le Mali a connu beaucoup de ruptures violentes. Le Mali a connu beaucoup d'épisodes difficiles et sanglants. De Fili Dabo Sissoko à aujourd'hui. Il faut que tous ces problèmes soient posés dans le cadre de ces défis politiques et institutionnels et qu'ils soient réglés définitivement. Non pas pour rouvrir les plaies, mais ne pas laisser les pus dans la plaie parce qu'autrement, un jour ou l'autre, il y aura gangrène. Il faut dans ce cadre aussi
Veillez à ce que nul ne soit laissé sur le bord de la route. Mais, si vous le permettez, le troisième pilier, c'est nos réponses aux défis économiques et financiers. Et le Mali n'est pas un pays pauvre. Le Mali est un pays appauvri par la mauvaise gouvernance. Quand on regarde nos potentialités en matière agricole, économique ou piscicole, quand on regarde l'abondance des ressources minières, quand on regarde la richesse de notre art et de notre culture, quand on voit tout ce que l'on peut faire si le développement des routes se poursuit, je suis sûr qu'on peut avoir une richesse nationale importante. Maintenant, il faudra veiller à bien le partager, à faire en sorte que chacun profite des fruits de la croissance. Et là, c'est le dernier pilier. J'insiste particulièrement sur ce point. Il faudrait que dans ce partage de la ressource nationale, on soit juste en matière de foncière, en matière de justice, dans tout autre, mais que nous mettions l'accent sur l'éducation pour l'emploi. L'investissement dans les savoirs est le meilleur des investissements. C'est le plus productif des investissements. Et regardez à travers le monde, tous les pays que vous verrez, les pays développés, les pays émergents, quelquefois ont une grande superficie ou pas, une population importante ou pas, des ressources minières ou pas. Mais le dénominateur commun, c'est sans quoi il n'y a pas de développement, il n'y a pas de mieux-être, c'est le savoir. Alors, le savoir, il faut organiser l'accès au savoir, il faut travailler sur la qualité du savoir que l'on distribue, il faut travailler sur le savoir qui aboutit à l'emploi. À partir de l'emploi des jeunes, qui anoblit, qui restitue la dignité et qui rassure non seulement les parents, mais aussi sur le devenir et l'avenir de la nation. Voici les principaux piliers aujourd'hui, quand vous discutez, sur lesquels nous travaillons. Quand vous discutez avec les Maliens, notamment sur la justice, ça fait partie de leurs principales préoccupations. Et certains Maliens estiment que la justice n'est plus juste, elle n'est plus au service du pauvre. Vous, que pensez-vous de la justice malienne? Que comptez-vous faire pour mettre cette justice-là au service des Maliens? La justice n'est pas seulement judiciaire au Mali. Il y a de bons magistrats que je salue. Il y a beaucoup de magistrats qui distribuent la justice en fonction de la personne qui est devant eux. Il faut travailler à les extirper, eux, de la chaîne, à garder les meilleurs. Ça, c'est le volet judiciaire. Mais il y a le volet social. Toutes ces formes d'injustice sociale. Allez-y dans les marchés. Vous trouverez un commerçant installé, un petit commerçant, un détaillant, installé sur une place depuis 15, 20, 30 ans. On vient lui dire, écoutez, le marché est insalubre, il est sale, on va le refaire. Eh bien, on le refait. Pour donner la place à qui? À quelqu'un d'autre. C'est inacceptable. Mais pour la regardez comment se passe. On parle de la justice dans les tribunaux. Je me suis prononcé, je dis qu'il y a l'injustice judiciaire et je dis ce que j'en pense. Pour améliorer cela, que comptez-vous faire si vous êtes président? Je dis qu'il faut extirper les mauvaises graines. Il faut renforcer ceux qui veulent travailler dans l'esprit de la justice. Il faut mieux former les magistrats. Il faut les équiper. Il faut renforcer le budget de la justice parce qu'on ne peut pas avoir une bonne justice avec 0,5 ou 1% du budget de l'État. Donc, il y a des choses qu'on peut reprocher aux magistrats. Il y a aussi beaucoup de manquements ou de défaillances au niveau de l'État. Mais tout cela repose sur quoi? Un contexte d'ensemble. Le poisson, rappelez-vous, il pourrit par la tête. Il faudrait que la corruption soit combattue. Et comment combattre la corruption? Affirmer une volonté politique inébranlable, que chacun sache que les corrompus seront dégagés et punis, que des mécanismes de contrôle seront mis en place et que tout cela sera repris par une justice qui sera implacable et que dans notre pays, le mérite sera récompensé, que les fautes seront sanctionnées et que la redevabilité en matière judiciaire ou dans n'importe quelle autre matière sera la règle. Voilà ce qui va nous permettre de sortir de ces problèmes définitivement. Maître Moutagatal, je voudrais un peu que nous revenions sur les principaux axes de votre projet de société. Tout cela est bien beau, ambitieux. Où aurez-vous l'argent pour les mettre en œuvre? Alors, vous savez,
les belles promesses ne suffisent pas. Il faudrait que tout cela soit accompagné par des mesures claires. J'ai indiqué tout à l'heure que nous avons de fortes ressources mal exploitées. Prenons notre potentiel agricole et voyez ce que nous en tirons aujourd'hui. Vous prenez n'importe quel domaine, prenons cette zone bien connue qui est la CMDT, avec les problèmes d'engrais que nous connaissons, mais creusez un peu, vous verrez tout ce que vous pourrez récupérer dans ce domaine en matière d'amélioration de la production agricole, donc de plus-value, des recettes pour l'État et des possibilités de redistribution. Prenons le train de vie de l'État. Je sais que personne au Mali aujourd'hui, quand je dis personne, c'est personne, ne connaît le nombre de véhicules qui constituent le parc automobile de l'État. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de milliards qu'on injecte dans la réparation de ces véhicules. Ne peut-on pas imaginer un système plus favorable aux utilisateurs et moins préjudiciable à l'État? Prenons le domaine de la concurrence dans ce que nous faisons. L'État, dans ce domaine, est un État véritablement prédateur. Je voudrais éviter d'employer d'autres termes. Voici autant de sources d'économie que nous pourrons faire. Mais au-delà, il faudrait que par la performance de l'économie, par l'accompagnement du secteur privé, nous puissions créer plus de richesses. Nos entrepreneurs ont la volonté, il faut desserrer les goulots d'étranglement, leur permettre de travailler en mettant en place un climat des affaires propice aux affaires et qui tourne de dos définitivement au passe-droit. Voilà autant de mesures qui, de mon point de vue, pourraient aider à générer des ressources ou à faire des économies pour faire face aux défis économiques et financiers de notre pays. Vous prenez une gouvernance vertueuse. M. Muntagatal, vous, président de la République, allez-vous renoncer à votre salaire? Non. Je ne renoncerai pas à mon salaire. Et aux autres avantages? Je renoncerai à tout ce qui est exorbitant, inexplicable. Vous voyagerez en première classe ou en classe économique? Je pense que le président de la République peut voyager en première classe, mais il faudrait veiller à réglementer de façon très stricte les conditions de voyage de l'ensemble des agents de l'État. 1. Ne voyager que quand c'est absolument nécessaire. Donc, travailler sur la délégation et la représentation, notamment au niveau de nos ambassades, mieux outillées pour faire face à ces questions. Dire dans quelles conditions on doit voyager, là vous posez le problème des classes de voyage. Mais à côté, j'ai parlé tout de suite aussi du parc automobile de l'État. Je parle des voyages à l'intérieur du pays. Vous savez, partir avec une V8 ou partir avec une Prado, ce n'est pas le même coût pour l'État du Mali. Il faudrait en tenir compte. Et aller vers ce système qui ferait que chaque fonctionnaire pourrait bénéficier d'un accompagnement de l'État pour avoir son véhicule propre, qu'il gardera mieux, qu'il sera plus profitable le jour où il n'est plus à son poste, où il aura pris sa retraite, plutôt que d'avoir ce système où personne ne sait combien de dizaines de milliards nous perdons annuellement pour l'entretien d'un parc automobile qui peut être géré autrement sans porter atteinte aux droits des fonctionnaires qui, c'est important pour moi, doivent être non seulement protégés, mais encouragés. Maître, est-ce que vous allez supprimer la caisse noire? Est-ce que vous allez vous en passer? L'utilisation devrait changer. Vous savez, les fonds spéciaux du président de la République ne sont pas faits pour son confort personnel. Lorsque l'on sait ce que l'on doit faire avec cet argent, assurer la sécurité des personnes, faire en sorte que l'État puisse, dans certains cas, agir de façon prompte. Dans ces cas, il n'y a pas lieu de supprimer les fonds spéciaux. Mais il ne faudrait pas que les fonds spéciaux
soit utilisé pour le confort personnel de ceux qui en bénéficient. Il ne faut pas tomber dans le populisme ou dans la démagogie. Ok. Un État se gère aussi avec des leviers que le chef de l'État doit pouvoir utiliser le moment venu, mais pour l'intérêt exclusif du peuple. Ok, mais est-ce que vous êtes prêt à vous soumettre à l'exercice des déclarations officielles de vos biens? Ben, je l'ai déjà fait quand j'étais en exercice. J'ai déclaré officiellement mes biens, mais ce qui manque, Vous étiez ministre, ce qui vient, quand j'étais ministre, oui. j'ai Je déclaré parle de mes biens. président. J'ai déclaré mes biens. Ce qui manque, il faudrait que ça cesse d'être un secret entre les déclarants et la Cour suprême. Oui, j'ai parlé de déclarations publiques. Non, vous n'avez pas parlé de public, c'est moi qui parle maintenant de la publicité de la déclaration. Je pense qu'il faut que la déclaration soit publique. Oui. Il ne faudrait pas que ce soit dans une enveloppe fermée entre le déclarant et la Cour suprême. Là, il faut changer la législation pour qu'on ne tombe pas dans le voyeurisme. Que la déclaration soit faite, qu'elle soit publiée, accessible à tous, portée sur Internet au moment de la prise de fonction et au moment de la cessation des responsabilités confiées. Parlant des fonds spéciaux accordés à la présidence de la République, il est vrai que la présidence a besoin de ce fonds pour fonctionner. C'est quand même accordé à un chef d'État, mais en l'état actuel où des rumeurs disent que ces fonds sont supérieurs à ceux investis dans les hôpitaux du Mali, est-ce raisonnable pour un pays comme le Mali? La question portait sur le principe. Moi, je l'ai élargi à l'utilisation. Ça ne doit pas être élargi, ça ne doit pas être exorbitant. Ça doit aider à protéger la République. Ça ne doit pas être utilisé à des fins personnelles. Voilà ce que j'en pense. Maître Moutagatal, s'agissant de la coopération et de la diplomatie, quels seront les principaux axes de relance ou pour redorer l'image du Mali avec les voisins, tels que l'Algérie, accusée qui a souvent eu des relations tantôt froides, tantôt chaudes avec le Mali, notamment à propos des rébellions et des djihadistes? En termes de diplomatie, je pense qu'il y a 3 points pour moi. Le premier point, c'est qu'il nous faut protéger les Maliens à l'extérieur partout où ils sont. Il nous faut travailler pour que les Maliens à l'extérieur, lorsqu'ils font des envois de fonds au Mali, que ces transferts soient sécurisés, à taux réduit, que les investissements qu'ils font ici soient également protégés, mais que dans les pays d'accueil, nous leur demandions de respecter les lois du pays, mais on demandera aussi à ces pays de les respecter, de respecter leurs droits et de respecter leur dignité, même lorsqu'ils sont en situation irrégulière, que nous n'encouragerons pas. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une situation irrégulière qu'il y a des manquements à la dignité ou au respect des droits de l'homme. Du point de vue des relations internationales, je pense que le Mali doit avoir une voix respectée. Le Mali l'a eu, mais aujourd'hui, le Mali ne compte plus sur la scène internationale. Il y a quelque chose, j'ai entendu ce qu'un député français a dit du Mali, à supposer que ce qu'il dit soit vrai. Je n'ai jamais entendu un État respectable et respecté attaqué de cette façon. Quand on se respecte, quand on est respecté, on pose des actes qui ne permettent pas de porter de telles accusations. Nous devons être respectés. Comment? Il faut avoir une diplomatie. On ne peut pas avoir une diplomatie quand on ne fait pas de conférences diplomatiques. Quand les diplomates viennent un peu comme ils veulent pour régler tel ou tel problème, mais jamais on les réunit pour dire quels sont les problèmes que vous rencontrez, quelles sont les pistes que vous dégagez, quelle doit être la diplomatie, la voix du Mali à l'extérieur. Mais quand on ne fait pas cela, on n'a pas de diplomatie. Ok. Maître, à propos de la gouvernance, j'ai envie d'y revenir. Qu'est-ce que vous pensez de l'irruption de certains leaders religieux sur la scène politique? Et si vous êtes président, est-ce que votre famille va intervenir dans la gouvernance? Si oui, comment? Alors, vous posez des questions. Est-ce que ma famille va intervenir dans la gouvernance? Aujourd'hui, je ne suis pas président de la République, je suis président d'un parti depuis assez longtemps. Ma famille n'a jamais fait d'irruption dans ce domaine. Je me suis totalement opposé à cela. À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est la récompense du mérite. Que les meilleurs soient promus.
Parce que si vous vous amusez à promouvoir votre famille, s'il y a faute, notre société est telle que vous ne pourrez pas agir. Okay. Et pour les Et, je termine, et là, vous ne pourrez pas protéger votre famille, vous l'exposez inutilement. Par contre, je suis fondamentalement opposé au délit de parenté. Ce n'est pas parce que c'est le parent du président ou c'est le parent du ministre qu'il doit cesser d'exercer. Si ce qu'il fait, c'est fait dans un cadre normal et régulier. Mais il ne faut jamais accepter qu'il y ait d'immixtion de la famille dans les affaires publiques, mais surtout, ne jamais accepter qu'il y ait conflit d'intérêts. Okay. Permettez-moi de le dire. Oui. Mon fils a une société de génie d'informatique. Il est ingénieur en génie logiciel. Quand je suis arrivé au niveau du ministère de l'économie numérique, je lui ai interdit de postuler dans ce ministère. Il l'a fait quand j'ai quitté, il l'a fait avant que je ne vienne, il ne l'a pas fait quand j'y étais. Voilà comment je conçois l'État. Okay. Maintenant, vous parlez des religieux. C'est ça. J'ai dit dans une formule peut-être lapidaire, les religieux ne sont pas des citoyens entièrement à part, ce sont des citoyens à part entière, comme vous et moi. Maintenant, n'importe quel citoyen, vous journalistes, quand vous descendez dans l'arène politique, vous cessez d'être journaliste, vous devenez un acteur politique. Un religieux a parfaitement le droit de descendre dans l'arène politique. En ce moment, alors, il cesse de porter la toge de religieux dans cette arène et il devient un acteur politique. Autrement, si je n'étais pas dans la politique, croyez-moi, j'ai une légitimité, une reconnaissance qui peut me permettre de me considérer aujourd'hui, de me proclamer autorité religieuse. Ouais. Ok, et comme ça, si tu le permets, oui, mettre dans vos... Je ne sais pas si c'est un chapitre qui est pris en compte. Vous, président de la République, qu'allez-vous faire pour les médias, pour la liberté d'expression, pour l'émergence d'une presse libre et indépendante, au vrai sens du mot? Vous savez, vous aimez cette question, elle est importante, vous, président de la République. Moi, quand je réponds, je dis toujours, avant d'être président de la République, voilà ce que j'ai fait. J'ai suggéré que nous passions tous par ce qu'on appelle le scanner politique et qu'on n'aille pas seulement aux promesses. Parce qu'avant d'être candidat à la présidence, vous avez quand même existé, je suppose. Oui, vous avez été ministre de la Communication. Avant d'être ministre de la Communication, j'ai été un militant qui s'est battu. Oui. Le fait que le studio Tamani existe aujourd'hui fait partie des combats que j'ai menés. Je me suis battu pour le pluralisme dans ce pays. Je me suis battu pour la liberté de la presse. Quand vous étiez j'aurais pu y perdre ma vie. Je suis venu chaque année dans cette maison présenter mes vœux à la presse, en déclinant ce que je pensais de la liberté de la presse, en disant le soutien qu'il faut apporter à la presse, en disant que la presse est irremplaçable en démocratie, qu'il faut l'aider, mais qu'il faut aussi la responsabiliser, que la presse ne peut pas tout faire. On ne peut pas, parce qu'on a une caméra, un crayon ou un micro, faire n'importe quoi. Et là, j'ai invité les organisations fêtières à travailler pour que tout cela puisse se passer mieux. Mais quand j'étais aux affaires, puisque vous en parlez, j'ai tout fait pour que l'École supérieure du journalisme et de la communication puisse être opérationnelle, parce qu'il permet de recycler beaucoup de journalistes qui n'ont pas acquis cette formation de base, d'insister sur la déontologie et aussi d'aider dans l'exercice efficient de la profession. N'attendons pas d'être président pour poser des actes, posons des actes avant d'être président. Est-ce que quand vous étiez ministre, les médias d'État étaient libres et indépendants dans leur traitement surtout de l'information? J'ai fait un conseil d'administration de l'ORTM et reprenez les documents qui ont été publics, qui restent publics, où j'ai clairement fait adopter par les conseils d'administration le principe de l'ouverture des médias publics, qui ne sont pas des médias d'État, qui sont des médias publics à l'opposition, au débat. J'ai quitté le ministère quelque temps plus tard. Je ne sais pas ce qui est arrivé de ces conclusions, mais pour moi, il était important que ce débat et que cette décision soit prise, que les langues nationales soient plus fortement utilisées, afin que la chaîne publique ne soit pas réservée à la seule élite, et d'autres mesures qui sont contenues dans le bilan que j'ai publié
que j'ai ici et que je vous donnerai, si vous le souhaitez, à la fin, mes 2 bilans dans les 2 ministères. Maître Muntagatal, est-ce qu'à l'heure actuelle, pendant cette campagne électorale, vous estimez que vous bénéficiez d'un traitement équitable dans les médias publics? Vous savez, le traitement équitable ne doit pas se mesurer et se limiter aux 21 jours de la campagne, premièrement. Deuxièmement, il y a une éthique que chacun devrait se donner. Quand moi je vois qu'on dit, vous allez bénéficier du même traitement tous, et qu'à la veille de l'ouverture des campagnes, on crée ce qu'on appelait le salon de l'action gouvernementale, je ne sais pas trop quoi, c'est quand même flagrant. Et quoi, la campagne continue sous d'autres formes. Moi, président, candidat, j'arrêterai les inaugurations pendant le temps de la campagne. C'est une question éthique pour moi. La loi électorale a été modifiée seulement à quelques mois du premier tour de la présidentielle. Vous, Muntagatal, en acceptant d'aller à cette présidentielle, est-ce que quelque part, vous ne cautionnez pas ces freinages au processus démocratique quand cette loi modifiée dit, par exemple, en cas de force majeure dans tel ou tel endroit, on invalide tout simplement les résultats du vote? Il y a énormément de problèmes aujourd'hui qui accompagnent ce processus électoral, pour ne pas dire que les handicaps. Sommes-nous sûrs d'être dans un processus électoral qui ne conduise pas à 2 Mali, même à la partition du Mali? Devons-nous accepter d'aller battre campagne dans des localités sans nos forces de défense et de sécurité? Faut-il confier la sécurité des candidats à des mouvements armés? Faut-il interdire, sans le dire, parce qu'on dit à un candidat, tu vas être risque péril, à un candidat d'aller battre campagne dans telle ou telle localité? Peut-on dire qu'un processus électoral est inclusif quand nous savons que dans une centaine de communes au moins, l'élection est compromise et impossible? Peut-on, en gardant toute légitimité, demander à des citoyens de prendre des risques dans certaines localités où le vote peut conduire à des attentats? Il y a énormément de problèmes. Nous en avons conscience. Nous n'avons pas arrêté de réfléchir à ces questions. Okay. Je ne sais pas quelle sera ma décision demain après-demain sur ces questions, mais le Mali uni, la vie des Maliens vaut plus qu'une élection. Maître, en quelques secondes, si vous êtes président, je reprends le terme encore, et quelles sont les 3 premières décisions que vous allez prendre dans les 100 premiers jours de votre action? Écoutez, il faudrait d'abord faire l'état de la nation, sortir des mauvais et des faux chiffres, savoir poser un diagnostic très précis sans lequel on ne peut rien faire. Prendre des mesures pour restaurer la confiance. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, jamais le fossé entre gouvernants et gouvernés n'a été aussi large au Mali, et prendre des mesures de renforcement de la sécurité. Voilà les principales mesures, les 3 premières mesures, vous avez dit 3 premières mesures que je prendrai si demain je suis aux affaires. Maître Muntagatal, il nous reste pratiquement 1 minute. En 30 secondes, s'il vous plaît, irez-vous faire campagne à Kidal, oui ou non? Je ne ferai campagne nulle part où la souveraineté du Mali sera niée. Je ne négocierai en aucun cas la souveraineté du Mali. Nulle part. Quand vous parlez de souveraineté, et je pourrais en tirer toutes les conséquences d'ailleurs. Quand vous parlez de souveraineté, vous estimez qu'en allant à Kidal, il va falloir que vous demandiez l'autorisation des groupes armés qui contrôlent la zone? Il va falloir que je demande à ma sécurité constituée des forces de défense et de sécurité maliennes de m'attendre à Bamako. Ça, je ne pourrais pas le faire. Maître Muntagatal, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi, merci. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce grand dialogue. Nous recevions ce soir Maître Muntagatal. Il est candidat du regroupement uni pour le Mali à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Passez d'excellents moments en compagnie de nos radios et télévisions partenaires. Très belle soirée. À demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.